Rebonjour tout le monde, bienvenue à l'épisode 2 de Sauvé en conversation. Je suis Jacques Sauvé, votre animateur. Donc, si vous avez écouté l'épisode 1, j'espère que vous avez écouté l'épisode 1, vous savez que c'est Steve Waterhouse, une des premières personnes que j'ai rencontrées dans la communauté cybersécurité ici au Québec, qui m'a introduit ensuite à Patrick Mathieu, le fondateur du Hackfest, ou un des cofondateurs du Hackfest, et qui m'a ensuite invité à participer à la French Connection. Ça fait plus de 2 ans à ce point-ci que je participe à ce podcast-là. C'est sûr, au début, j'avais un peu le syndrome de l'imposteur. Est-ce que ça va être correct? Est-ce que je vais avoir une contribution à amener? Et au bout de 2 ans, je pense que le feedback est bon et j'aime ce qu'on fait. Et donc, je voulais évidemment parler à Patrick pour savoir son cheminement, son histoire et tout ça, comment il est arrivé à être où ce qu'il est aujourd'hui, le début du Hackfest, toutes ses connaissances et évidemment ses conseils pour ceux qui commencent dans le domaine. Donc, c'est un bon épisode. Attachez vos ceintures, attachez vos tuches, que vous voulez. La petite tourne d'introduction, on s'en va en studio en conversation avec Patrick Mathieu. Venez-vous-en. Donc, si vous avez bien écouté l'épisode 1 avec Steve, vous savez que c'est lui qui m'a introduit à Patrick. Après qu'on a eu notre première discussion initiale, il m'a dit « Hey, j'aimerais ça t'introduire à quelqu'un. » Et on a eu un appel à Patrick, Steve et moi. On a jasé une autre heure, quelque chose comme ça. Et à la fin de l'épisode, Patrick m'invite à participer au podcast La French Connection, que j'avoue, je ne connaissais pas. Je n'étais même pas familier avec Hackfest, toute cette communauté-là. On se souvient, je revenais au Québec après plusieurs années, puis je savais pas trop ce que j'allais faire. Je savais juste que je voulais aider les PME avec la bonne hygiène TI et la défense des cyberattaques. Patrick m'amène dans ça, la French Connection. C'est sûr qu'au début, j'avais un peu le syndrome de l'imposteur, mais je pense que je me suis ajusté et on a eu beaucoup de plaisir dans les derniers 2 ans et je l'apprécie beaucoup. Donc, merci Patrick de faire ça. C'est cool. J'ai hâte que le monde découvre ton histoire. Yeah, tout à fait. Merci de l'invitation. Je vais faire comme je fais avec les autres. Comment ça commence pour toi? Qu'est-ce qui t'intéresse là, à la technologie, au TI, à la cybersécurité, on va y arriver, mais est-ce que c'est à l'école, t'es geek, t'aimes ça jouer avec les patentes à gosse ou? Ben, ça a commencé de loin. Je veux dire, mon père était programmeur, fait qu'il il était en AS400, puis tous ces mainframes-là. OK. Évidemment, les cartes perforées, puis tout ça. Uh-huh. Fait que j'ai pas mal toujours eu un super ordinateur à la maison, en commençant par ceux avec les écrans verts et noirs, là. Fait que j'essayais de jouer aux échecs là-dessus. Je me souviens plus de l'âge, mais sûrement dans le coin de 6 à 8. Puis après ça, ben, il a vu qu'il aimait ça. Ben, il a toujours acheté des ordinateurs à la fine pointe. Il a commencé à taponner avec les Windows 3.1 de ce monde. Puis je me souviens plus de l'année exacte. Je pense que c'était 92, 93, au début d'Internet. Ah ouais. La fin des babillards électroniques. Mm-hmm. On est allé marcher dans le downtown à Québec, puis il y avait un café Internet, ce qui n'existe plus vraiment aujourd'hui, hein, Ah ouais, c'est vrai. qui était quelque chose comme une pièce du 10 minutes ou une pièce de l'heure. En tout cas, c'était un prix un peu intense pour ça. Puis très drôle, là, pour ceux du temps qui se rappellent de ça. Il y avait l'application Palace. Je sais pas si tu as déjà vu ça, genre. Palace? Palace, c'était comme un IRC, comme une discussion, mais avec un écran, avec un fond d'écran, OK. qui était une salle, puis tu avais tous des petits bonhommes qui étaient des emojis, finalement, ou peu importe l'image que tu choisissais. Puis tu pouvais cliquer dans l'écran et dire ben, je me déplace au bar, tout est en flat 2D. Là. Puis là, tu pouvais chatter avec les autres, puis ça faisait des petites bulles au-dessus, là, comme un comic book. Je suis comme tombé accro du concept de hey, on peut parler à du monde sur le web. Puis c'était quand même trippant. Fait qu'on a réussi à avoir le web chez moi. Et des babillards. Fait que je taponnais sur la fin des années des babillards électroniques. J'ai réussi à. Ben, pas j'ai réussi, mais je suis tombé par hasard sur des textes de hacking. Ça a vraiment piqué ma curiosité. Puis tout a pas mal découlé de là. Ouais. Est-ce que entre les babillards et Internet, t'as eu une période CompuServe? Tu te souviens de ça, sûrement? Je me souviens de ça, le magasin, là, right?
Non, non, CompuServe, c'était le service en ligne. Ah, le service, non, Le non, service non, je en sais pas ligne, là, utiliser c'était ça. extraordinaire, là. C'était... J'ai entendu parler de ça, mais non. Non? On avait eu, je pense, dans le temps, l'Internet qu'on avait, c'était TotalNet. Je sais pas si ça dit quelque chose. Ça me dit de quoi? Moi, ici, à Montréal, c'était quoi, quelque chose, je me souviens plus, là. Il y en avait un autre à Montréal qui était assez populaire. Ça a été mon premier, à peu près en Mhm. 94-95. Mais moi, j'ai passé la période entre les BBS. Ça, c'était fatigant parce que là, il fallait que tu connaisses toutes les BBS, les numéros de Ouais, téléphone. Tu ouais. les appelais un à la fois. Tu sais. Tu peux pas être connecté sur multiples BBS. Mais après ça, quand CompuServe est sorti, là, c'était comme, oh my God, tu appelais un numéro avec ton modem. Là, il y avait toutes sortes de forums. C'est sûr que c'était quasiment toute technique, là. Moi, à cette époque-là, Oui, évidemment, là, oui, il fallait que tu connaisses ça un c'est peu. ça, tu sais, c'était du Novell. Non, mais il y avait une interface graphique en DOS, là, Oui, mais quand même, pour naviguer. Écoute, Novell, t'es là, je sais pas si tu te souviens, les contrôleurs SCSI, Adaptec, ces choses-là, on allait chercher des drivers, pas HP, mais compact. Mhm. Puis là, tu sais, quand fallait que tu télécharges mettons ton client Novell, là, une mise à jour, puis il était 123K, c'était comme, tabarnouche, là, tu sais, J'en ai vu la nuit. c'était gros. Ouais. Ah Mais non, non, après ça, c'était quelque ouais, chose. les Ouais, ouais, premiers tu sais. déboires d'Internet. Ouais, puis ce qui était le fun dans le temps, c'est qu'il y avait des babillards qui donnaient l'accès à Internet. Fait qu'on était capable Ah, de se connecter sur le babillard, puis je sais pas comment ça marchait techniquement. Dans ce temps-là, je comprenais pas trop ce qui se passait, mais j'étais capable de les utiliser ou de les exploiter dans une certaine mesure. Puis on a eu Internet gratuit pendant des années à cause de des choses du genre. Fait que ça, c'était le fun, mais aujourd'hui, Internet gratuit, c'est un peu plus compliqué, mettons. oui, effectivement. Et peut-être un peu plus illégal. Oui, beaucoup plus. Est-ce qu'à l'école, tu étudies là-dedans? Ou quand tu arrives, je sais pas moi, tu finis secondaire, tu t'en vas au cégep parce que tu te lances là-dedans? Ou... Euh, Au primaire, il y avait des cours d'informatique que j'avais Oh, pas suivis, puis tout le monde OK. comprenait pas pourquoi, parce que c'est tous les jeux que j'avais à la maison et tout. Mais j'aimais quand même le concept. Je sais pas pourquoi je m'avais pas intéressé. Secondaire, il n'y avait pas de cours. Il y avait comme un cours de programmation vers la fin du secondaire où ce que euh, c'était le temps de Back Orifice et NetBus. Je sais pas si tu te rappelles de ces backdoors-là. Dans le fond, tu installais le logiciel, c'était principalement du social engineering à ce moment-là, qui est un point .exe que tu envoyais via IRC, courriel, whatever. Les personnes cliquaient dessus, puis ça t'ouvrait un backdoor, ça ouvrait un port sur la machine. Puis évidemment, Internet, dans ce temps-là, toutes les ports étaient ouverts sur le web. Il n'y avait pas de routeur firewall. Les Windows n'avaient pas vraiment ça non plus. Fait que tu pouvais scanner tout le monde puis trouver qui avait des backdoors. Puis la majorité avait cliqué dessus. Puis vers la fin du secondaire, ben, le monde utilisait ça à l'école pour faire niaiser les autres, faire planter tout ça dans les cours. Fait qu'on avait un cours d'informatique parce qu'on faisait du VB de base, c'était plutôt plate. Euh, mais il y a du monde qui se sont fait mettre à la porte de l'école parce qu'ils ont utilisé ces attaques-là sur d'autres. Et le plus drôle, c'est que les personnes qui se faisaient avertir, c'était ceux qui leur ordinateur plantait, mais c'était les victimes. OK. La compréhension de tout ça n'était pas là encore. Puis tu parlais de Novell, les écoles roulaient Novell dans le temps, puis la sécurité Ah ouais. était top-notch. Tu avais novelladmin.exe, tu le roulais, puis tu étais admin au complet de la commission scolaire. Fait que c'était quand même intéressant comme concept de sécurité. Sécurité, Fait que quelle sécurité? ça a commencé là, puis après, c'est ça, je suis allé étudier au cégep en informatique de gestion, fait que côté programmation. Ça, c'est la fin des Puis, années 90 à peu près, là. ouais, ben 2000, en fait, j'ai fini le secondaire OK. en, 80, en milieu 2000, fait que cégep 2000-2004. Puis j'ai fait le deck d'informatique, puis après j'ai fait un deck back finalement, il crédite une année. J'étais allé à Sherbrooke parce que je voulais pas, je voulais sortir de la ville de Québec. Fait que j'avais checké plusieurs universités. J'ai pas été game d'aller à Waterloo. C'était celle-là que je voulais aller en Ontario. OK. J'ai manqué de guts. Fait que je me suis ramassé à Sherbrooke. C'était moins cher Parce mon que gars. Puis, Waterloo, parce qu'il y avait un bon programme ou? ben, ils sont très réputés en informatique en termes de OK. recherche et autres. Dans le temps, c'était les seuls qui avaient le mot sécurité dessus aussi. OK. Pas que c'était un méga programme, là, Fait que versus là, déjà, aujourd'hui. là, t'es intéressé plus à l'aspect cybersécurité, là. Puis, Ben, tu sais, déjà depuis le début du secondaire, j'étais dans le hacking. OK. Évidemment, on nommera pas tout ça ici, mais il y avait au Québec des scènes de hacking où tu avais des groupes qui réalisaient des magazines électroniques en ligne.
Fait que il y avait 2-3 groupes, tout le monde saillissait entre eux autres. C'était des guéguerres d'enfants, mais c'était quand même très drôle. Puis la majorité sur le serveur du Hackfest aujourd'hui sur Discord, il y en a une quinzaine qui datent de ces années-là que tout le monde se connaît encore. Là. Fait que ça va faire 25 ans plus que cette gang-là se connaissent. Certains ont des entreprises, certains travaillent au Gouv, certains sont au privé comme moi. Fait que c'est ça, fait que j'ai tout le temps été dans le hacking, mais j'ai commencé surtout par le phreaking, qui est le piratage des téléphones, des systèmes téléphoniques. Okay. Principalement parce que c'était facile, puis on avait trouvé comment, mais il y a des histoires là-dessus, on pourrait faire 1 heure au moins. Fait que Radio Cégep, j'étais déjà évidemment super intéressé à ça, puis le plus drôle dans ce temps-là, il n'y avait pas de cours, il n'y avait rien. Fait qu'évidemment... quand je parlais avec mes amis et autres, c'était comme qu'est-ce que tu veux faire? Je dis, moi, je vais travailler en sécurité par hacking, puis évidemment, tout le monde se foutait de ma gueule. Parce que ça n'existe pas, ce job-là. Non. Fait que je dis, ouais, peu importe, là, si ça m'intéresse, je vais aller dans cette direction-là. Fait que Cégep, dans les premiers cours, même les profs parlaient de hacking. Fait que ça, c'était intéressant. Il y en a qui étaient extrêmement bons. Puis qui avaient même, à ce moment-là, décrit qu'est-ce que le futur du hacking allait être. Puis aujourd'hui, les techniques utilisées pour bypasser les antivirus, les EDR et autres, c'est exactement ce qu'il parlait en 2001. Ouais. Fait que tu voyais qu'il y en avait qui étaient bons, puis d'autres qui n'avaient aucune idée de ce qu'ils disaient, évidemment. Okay. Fait que c'est ça. Fait qu'on était un petit groupe à faire du hacking, à lire là-dessus tout le temps, à suivre tout ça. À l'université, j'ai continué en informatique, en programmation. La dernière cohorte d'informatique mathématique, fait que je me suis tapé tous les cours de maths inutiles. Ouais. Ça te donne une manière de penser, là, mais je veux dire, du advanced statistique de niveau 2 ou 3, là, je m'en sers pas bien, je te dis. Non, mettons. Hein? À l'université qui est à Sherbrooke, là, c'est ça? Ouais. J'étais allé à Sherbrooke pour ça, 4 ans. Puis j'ai commencé à donner des conférences sur la sécurité web, le hacking web à l'université. Il y avait des midis... je ne sais plus comment appeler ça, là, mais midi connaissance, là, où est-ce que tu partages ça. C'était tout le temps 5-10 personnes. Puis la journée que j'ai présenté le hacking web, il devait y avoir 60 personnes dans la salle. Il a fallu qu'ils utilisent une salle plus grande. Puis là, ça m'a donné le kick de vraiment continuer là-dedans. Ah ouais, hein? Fait que ça, c'était quand même le fun. Des jeux. Mais j'ai toujours été le gars super gêné. Fait que ma première conférence, c'est sûrement la pire ever que j'ai jamais donnée. Là. J'étais pas debout en avant, j'étais assis et mon prof était comme, qu'est-ce que tu fais là? T'es vraiment là, les sites web à cette époque-là, des affaires bien simples, là, du Microsoft Front Page. Ah page, non, mais ça c'était simple. Du PHP de base, du ASP. Ah ouais. Aujourd'hui, ça existe encore, cette tech-là. On la trouve sur les sites du gouvernement. On va y arriver à ce trait de personnalité. Oui, plus tard. Mais non, c'était quand même simple. Puis c'est sûr que tu avais tous les concepts de buffer overflow, puis qui étaient simples dans le temps parce qu'il n'y avait pas de protection. Mais j'ai jamais jumpé là-dessus. Je me suis lancé dans le web parce que c'était un peu plus simple. Puis je voyais que l'avenir allait là, évidemment. Tout allait être web. Ça, j'avais guessé dans un certain sens, ça allait être là. Fait que je me suis dit, je vais me lancer dans ça. Puis c'est totalement ça que je fais aujourd'hui encore. Là. Ben oui. Fait que ça, c'était le fun. Ben, c'est de la vision, parce que c'est pas tout le monde qui pensait ça. On pensait il y avait encore beaucoup de discussions des applications client-serveur à cette époque-là. Puis oui, tout à fait. Tu sais, le Ajax, on connaissait pas ça dans le temps, là, des requêtes asynchronous, mais le concept d'aller sur le web était intéressant. Fait que, comme tu dis, les applications dans ce temps-là, ils étaient très faciles à pirater. Tu sais, les injections SQL, tu faisais quote ou quote est égal à quote, là. Vide est égal à vide, ce qui retourne toute la table au complet. Puis tu piratais 80-90% de tous les sites, là. Ça, c'était une blague, là. La majorité des compagnies que vous connaissez aujourd'hui, on était capable de rentrer dans leur système avec ces 8 caractères-là. La majorité du temps. Pourquoi? Est-ce que c'est juste que les développeurs n'étaient pas là, ou ben non, on n'avait pas pensé du tout à la cybersécurité à cette époque-là, ou? Il n'y avait pas ce mindset-là. Je veux dire, le hacking existe depuis les années 60, là, évidemment, depuis que les ordinateurs sont là. Le côté sécurité existait en entreprise, mais c'était plus de la gestion d'accès. T'sais. Je te donne un rôle ou je te donne un groupe, puis ça finissait là. Le côté programmation, oui, il y avait du monde qui comprenait le concept des buffers puis des accès mémoire, mais tout ce qui était web était très nouveau. Fait
oui, il y avait du hacking, mais le côté sécurité, de dire il faut développer sécuritairement, c'était pas là parce que le mindset de penser à comment contourner ces applications-là, c'était pas intuitif. Là. OK. Puis surtout que tout était nouveau. Fait que tu penses pas à ça par défaut. Fait qu'il fallait vraiment qu'il y ait beaucoup de recherche puis de temps. Puis même certains premiers bugs qui ont été trouvés par du monde, même à Québec, là, des bugs, des vulnérabilités super reconnues, c'est du monde de Québec qui ont trouvé ça souvent. La communauté est très forte ici. Il a fallu que je l'exploite pendant des jours et des jours pour comprendre comment ça marchait en arrière. Parce que c'est bien beau mettre un égal, là, mais comment ça marche en arrière. Pourquoi ça faisait ça? Le pourquoi, c'est ça. C'est ça le hacking au final. C'est juste de comprendre comment les choses marchent en arrière pour faire quelque chose qui n'est pas supposé. Fait que, ouais, c'était quelque chose. Puis à partir de là, ben évidemment, les compagnies ont commencé à se faire pirater dans les médias. Fait que il y a eu un intérêt à les protéger. Fait que c'était ceux qui avaient du budget pour faire ça. Tu as eu Mitnick aux États-Unis qui s'est fait arrêter. Fait que là, il y avait beaucoup de publicité médiatique alentour de ça. Fait que ça a commencé doucement au début 2000. Puis vers 2008, il y avait vraiment... 2006-2008, il y avait vraiment un intérêt en entreprise d'engager pour ça. Okay. 2010 et plus, ça a explosé. Alors, je vois que tu sais, je regarde ton LinkedIn. Là, ton premier emploi, tu es au support à quelque chose qui s'appelle Medium Internet. Yes. Un ISP ou... Ça, c'est un ISP que 2 gars à Québec ont parti dans leur condo. Ils ont acheté des modems avec des lignes de Bell ou je sais pas quoi, direct dans leur condo. Puis il y avait un petit local downtown Québec où je faisais le support informatique. Fait que ça, c'était les belles histoires de la majorité des appels. C'était comme, qu'est-ce que vous voyez à l'écran? Mon écran est noir, l'avez-vous ouverte? Puis ça raccrochait, tu sais. Fait que ça, il y a eu des belles périodes là-dessus. Fait que ça, c'était de base. C'était une job étudiante, payante et juste sur le side. CAE, c'était pareil? Là, c'était là juste 4 mois. Là. CAE, c'était un stage pendant l'université. Ça, c'était intéressant. CAE, on parle des simulateurs de vol là, de la compagnie CAE. Les simulateurs de vol à Montréal, là, ouais, à Saint-Laurent, juste l'autre bord de l'autoroute de l'aéroport. J'ai fait un stage là-bas. J'aurais pu en faire plus, mais je sais pas ce que... Pour ceux qui savent c'est où, c'est à Montréal. Le trafic, c'est un bordel. Il m'a tapé 3 heures de voiture par jour. Ça me tentait pas. Non, effectivement. J'ai pas fait plus qu'un stage là, mais c'est cool parce qu'ils sont top secret NATO pour travailler là. Ce qui est une vraie blague en stage parce que oui, ils prennent tes empreintes digitales et tout pour avoir la clearance top secret. Puis la clearance top secret, c'est 1 an ou 2 avant de l'avoir. Ton stage dure 4 mois. Non, tu l'as jamais eu. Je l'ai malheureusement jamais reçu. Au cas que tu fasses un vol, ils ont au minimum tes empreintes. Mais c'est ça, là-dedans, là, tu as des avions militaires secrets de plein de pays, puis tout ça. Puis évidemment, je faisais du hacking depuis plusieurs années, fait que tu as des panneaux là, noirs programmeur, tu n'es pas supposé d'aller, puis... Ah, là, j'étais programmeur support, une petite application web extrêmement mauvaise, le pire code que j'ai jamais réussi de ma vie. J'espère qu'ils l'ont pas utilisé trop longtemps. Tu sais, quand t'es supposé de faire une boucle, mais tu fais 25 if imbriqués, là, ça c'était mon style. C'était vraiment mauvais. Il y en a qui disent c'est ça du machine learning, hein? C'est if then else, if then else. Ah, c'est clairement ça. LabCal, ça doit être un autre stage d'abord, juste 4 mois. Ça, c'était un autre stage, mais qui était intéressant parce que c'est une compagnie qui faisait du... Puis elle existe encore, mais elle a été achetée 2-3 fois, elle a changé de nom 4-5 fois. C'était des empreintes, pas des empreintes, mais des systèmes biométriques avec empreintes de doigts. Plus, il y avait des cartes à puce, où ce que... Je sais pas si ça existe encore aujourd'hui, mais leur principal client, c'était la SAQ. Fait que à la SAQ, il y a quelques années, puis peut-être aujourd'hui, ils ont dû changer, là, mais les employés avaient toujours une carte, puis quand tu faisais un achat, ils passaient la carte à la caisse. C'était LabCal qui faisait ça. Fait que j'ai programmé finalement la sécurité des applications web en PHP, en C. C'était des DLL dans du web je me souviens même plus du mot. La manière d'importer ça, OLX ou quelque chose de genre. J'ai un blanc. Ah oui, oh mon Dieu. Mais c'était des plugins web dans Internet Explorer. Genre, c'était un beau bordel. Il avait reconfiguré, il avait take over le module de Windows qui gérait la sécurité d'authentification. Je pense que ça s'appelle MS Gina, quelque chose comme ça. Fait que eux avaient hijacké le DLL processus de tout ça, puis on codait là-dedans.
Okay. C'est quand même intéressant, puis il y avait du Des monde en OCX. électronique et tout. Là. OCX. OCX. C'est pas ça? Yeah, Ouais, yeah, yeah. des OCX. Hey, je me souviens d'avoir Des des ActiveX. Ouais, c'est ça. L'enfer, ces affaires-là. Mm-hmm. Ouais, fait que tu sais, ça c'était en lien avec la sécurité, même si ma job était pas directement ça, mais c'était intéressant. Là. Ouais. Cool. Security Analyst chez Industriel Alliance. 1 an, ça c'est quoi, une première job là ou? Ça, ben en fait, j'ai commencé à faire la consultation. Okay. Fait que, j'ai fait une partie de stage chez Industriel Alliance. Puis ce qui est cool de l'histoire d'Industriel Alliance, c'est que c'est les premiers au Québec à avoir offert des stages en sécurité dans toute entreprise. Oh. Puis j'ai été chanceux de pouvoir leur faire ça parce que je cherchais un stage en sécurité à l'université, après l'ABCAL, je crois. Je voulais un rôle d'analyste sécurité, puis ça n'existait pas. Puis je suis extrêmement mauvais en entrevue pour me trouver une job. Un petit peu moins aujourd'hui, là, mais dans le temps, c'était... Pourquoi? Introverti, gêné ou... Introverti, je suis pas si introverti, je le suis, mais plus, j'ai une batterie que si je fais trop de social, je veux plus faire de social là, dans ce sens-là. Non, plus que overstress, puis trop penser, fait que quand tu me poses une question de base, je m'en vais, ça allume, puis je m'en vais faire la mauvaise affaire. Aujourd'hui, j'ai trouvé d'autres méthodes, là, mais dans ce temps-là, c'était pas beau. Fait que j'échouais pas mal toutes mes entrevues de stage. Fait que je m'avais ramassé avec pas de stage, puis la dernière compagnie qui restait, c'était Industriel Alliance, puis ils offraient un poste de PowerShell, puis dans ce temps-là, PowerShell, c'était de la scrap. C'était vraiment plate. Puis moi, je leur ai dit, je vais accepter votre job si vous me donnez un poste de sécurité. Puis ils ont resté comme, qu'est-ce que c'est ça? Fait qu'ils sont revenus à l'université de Sherbrooke en disant, on va t'offrir 50% dev, 50% sécurité analyste. Parce qu'il y avait une équipe de sécurité de 4-5 personnes, puis 4-5 consultants et tout. Ça commençait là, pour vrai avoir des rôles en sécurité. Fait que j'ai fait 50% sécurité vraiment là-bas. Je gérais les processus d'incidents et tout ça. Okay. Fake it till you make it. Je veux dire, il n'y a personne qui savait qu'est-ce qu'il faisait dans ce temps-là. C'était n'importe quoi. Il Les y a rien premiers qui existait. balbutiements là, de ces rôles-là. Hein, mais ça reste que j'avais presque 10 ans de hacking dans la tête, que j'étais capable d'appliquer dans un contexte d'entreprise, même si aujourd'hui, je lirais ça, tout le monde rirait de qu'est-ce qu'on a écrit dans ce temps-là. Là. Mais c'était ça versus rien pantoute. Fait que ce qui est le fun de ça, c'est qu'ils m'ont donné un stage en sécurité, mais ils l'ont offert après à tout le monde. Puis à partir de là, plein d'entreprises ont commencé à faire ça. Là. Fait que ça, c'était le fun pour ça. Ouais. Surtout ton cheminement, ça a été plus programmation, développement. Le mien était plus au niveau des réseaux, hein, les serveurs, ces choses-là. Ouais, puis à cette époque-là, on s'entend, là, c'était du NetWare puis du Novell à peu près partout. Les premiers serveurs Windows arrivaient, le NT4, mais ces choses-là, là, des affaires un peu tout croche. Est-ce que toi, tu faisais strictement là, les applications puis les applications web, ces choses-là? Est-ce que tu touchais du tout du côté réseau? Est-ce que tu te concernais au niveau de la sécurité des réseaux aussi? Ou? Je veux dire, je jouais pas dans le technique réseau, mais j'ai fait des tests d'intrusion réseau. Ça, oui. C'est pas ma spécialité, mais je veux dire, j'en ai fait. Mais vu que mon background est dev, puis mon intérêt, évidemment, était dev, fait que je suis allé vers le côté hacking web, comme je viens de dire. Fait que j'ai continué tout le temps dans ce sens-là. Mais plus loin, c'est ça, dans mes jobs, quand j'étais pentest full-time, oui, on faisait des tests d'intrusion en se connectant dans les réseaux ou à l'externe, etc. Puis généralement, même du côté réseau, on réussissait à s'infiltrer du côté applicatif qui était hébergé sur le réseau. Là. Fait que j'ai toujours penché là-dessus. Puis c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis encore dans des sécurités applicatives. C'est ça que je fais temps plein presque. Ouais. Okay. Les autres sont morts de rire un petit peu, hein? Industriel Alliance, là, IA. Puis là, ils ont eu leur pub récemment parce que IA, toujours quelque chose qui arrive. Hein? Puis là, tout le monde parle de l'IA. En plus, oui. L'intelligence artificielle. Ça leur donne un bon nom de site web. C'est du branding, ça, hein? Non volontaire. Mais ouais. Là, yes. Là, c'est une autre affaire. Là, tu t'en vas à radio. Tu t'en vas, là, tu sors, tu dis que t'es gêné, t'as de la misère, mais là, tu t'en vas à radio pour une couple d'années. Radio haute résolution sur Radio XM 172. Ouais. Tu tombes là-dedans? Ça, c'était le fun. C'était quelqu'un
je pense que j'ai connu à la job. Il me semble que c'était chez New Run, si je me trompe pas, qui était là une compagnie de consultation à Québec qui était achetée par CGI. Là, Ouais, je me souviens de elle New Run. existe encore, là, mais Ouais, ouais. ils ont vendu une partie. Est-ce que ça s'appelle encore New Run, par exemple, ou ça a changé de nom, ça a été absorbé là, dans... J'ai aucune idée, pour vrai. OK. Je sais pas. Mais c'est ça, la partie consultation, sécurité TI avait été absorbée chez CGI. Finalement, ils ont acheté le staff. Là. C'était juste ça. Mais c'est ça, je connais du monde qui faisait des podcasts puis de la radio. Fait qu'ils m'avaient invité sur leur truc parce que j'avais commencé des podcasts dans ces années-là. Je donnais des conférences tout le temps. Fait que ça... Il y avait eu un intérêt. Fait que c'était vraiment un studio là, à l'ancienne Lorette. Un vrai studio de radio. Fait qu'on allait s'asseoir là. Je fais ça pendant un an et quelques. Cool. Je pense que c'était une fois par semaine ou 2 semaines. Je me souviens plus. Fait que c'était live sur XM, dans le studio de Radio Pirate de Jeff Fillion. Fait qu'on s'assoyait là-dedans. C'était quand même cool comme expérience de voir comment la vraie radio fonctionne dans un vrai studio. Dans le fond, eux, c'est un gamer. Ben, c'est eux autres qui ont le podcast Distorsion aujourd'hui. Je sais pas si tu connais. C'est un des podcasts les plus connus en termes de... C'est des histoires de dark web puis des trucs du genre. Fait que tu sais, du monde qui disparaissent, des histoires vraiment weird. Fait que eux m'avaient invité là-dessus, mais ils parlaient de techno puis de gaming. Fait que je faisais la partie sécurité comme on fait sur le podcast finalement. Ouais. OK. Ça, c'était le fun. C'était pas une job à temps plein, c'était vraiment une expérience sur le side. Payé avec beaucoup de zéro. Comme on fait de la French Connection un peu. Ouais, exact. Okay. Dans plein ça. Ouais. Ah, c'est ta première introduction à ce genre d'affaires-là ou? Ben, j'avais commencé à faire des podcasts Hackfest. Je me souviens plus de la première année. Je pense que c'était 2014. Je me souviens plus de l'année de Haute Résolution. Je sais pas si Haute Résolution, ça dit 2010 à 2011 à peu près. Là. Ouais, fait que ça doit être avant. Ouais. Okay. Juste avant ça. Fait que, ouais. Puis là, OK, ouais, je vois New Run de 2008 à 2012. C'est quasiment 4 ans. Groupe Enode, là, tu commences... Application Security Architect. Là, t'es rendu dans ce que t'aimes. Là. Ouais, mais en même temps, c'était de la consultation encore. Fait que c'était la même chose dans une autre firme différente, qui avait des logiciels internes, puis qui m'ont permis de construire des équipes de sécurité. Ben, une mini-équipe de pentest interne, construire processus. C'était un rôle d'un peu plus haut niveau qu'un rôle junior. Fait que c'était comme mon rôle intermédiaire, si on pourrait dire. Mais j'ai fait de l'analyse du pentest, de l'architecture de solutions. Je les ai toutes faites les rôles possibles. C'est ça qui est le fun de la consultation. C'est qu'au lieu de travailler 5 ans à la même place puis de voir une chose, c'est que tu en vois 20 pendant ce temps-là. Fait que pour ceux qui écoutent, si vous commencez là-dedans en consultation, c'est vraiment winner parce que tu vois tout. Là. Ça fait longtemps, je dis en informatique, t'as pas dire que tu as 2 genres de personnes, là, 2 types de personnes, mais tu as effectivement ceux qui font en informatique en entreprise, que ce soit dans le privé ou au gouvernement, peu importe, mais ils font partie d'une équipe. Là, c'est le day-to-day, là, tous les jours, le quotidien dans le même réseau, c'est tes patentes, administrateurs de réseau. Puis tu avais les consultants qui, comme tu dis, là, j'ai toujours aimé ça d'être en mode consultant, c'est que justement, là, tu rencontres plein de monde, des entreprises, il y en a des bons, des pas bons, il y en a que les projets avancent, il y en a d'autres, ça stall, mais j'ai toujours aimé, parce que comme tu dis aussi, ça te fait toucher toutes sortes de choses. Oui, puis ce qui est le fun, c'est que t'es pas sur un projet fixe. Fait que... Puis ça, faut que ta firme de consultation te le laisse faire, mais j'étais généralement sur 3 projets en même temps dans le même mois. Fait que je faisais une semaine d'un ministère, une semaine d'un autre, une semaine d'une banque. Fait que ça, c'était cool. T'sais, j'avais un rôle d'analyste, un rôle de pentest. Ouais, il faut que ça fitte. Il faut que tu sois capable de dire, OK, là, aujourd'hui, je suis ici, demain, je suis là, puis il faut que tu sois capable de changer là, de mode puis de bulle rapidement là, dans ce monde-là. Ouais. Mais c'était ça qui m'intéressait parce que sinon, tu es sur un projet pendant 6 mois, 1 an. Puis évidemment, 80% des jobs à Québec, c'est du gouvernement. Fait que ça peut être longtemps. Fait que de switcher de gouvernement à gouvernement, c'était comme si c'était plein de mini-jobs privés. Fait que ça, c'était le fun. Puis là, tu vois un gouvernement qui est super bien fait, l'autre qui est tout croche, l'autre qui est à moitié. Fait que tu vois plein de manières de faire. Après ça, tu vas plus au privé, puis tu vois les différences aussi. Fait que c'était intéressant de faire le tour. Puis c'est ça, j'ai fait 7 ans de consultation. Fait que dans ces 7 ans-là, j'ai dû voir une 50aine d'entreprises puis de ministères. Versus 7 ans en compagnie privée, tu fais 1 ou 2 entreprises max. Là. Ouais. Non, c'est quelque chose que je regrette pas de ma carrière, moi non plus. Là, c'est d'avoir été consultant là, pendant quasiment toute ma carrière. Puis c'est le fun. Tu touches à toutes sortes de choses. Mais c'est les gens aussi que tu rencontres, des entrepreneurs.
Il y a un côté cool là-dedans. Security Campus en Ontario. C'est quoi ça, là, tu commences quoi à travailler à distance? Ben, à force de faire beaucoup de gouvernement, puis ça, c'est pas pour tout le monde, là, et c'est que, ouais, je me suis burn-out, mais solide, là. Ah ouais, hein? Puis même chez Industriel Alliance, j'ai eu un très, 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 très mauvais manager, là, que plusieurs personnes connaissent. Mais, tu sais, rendu à un point où ça stresse ta vie, puis il n'y a rien qui va, là. Mm-hmm. C'était le genre de mandat qu'on avait, tu sais. Puis à un moment donné, c'est aussi parce que, puis c'est pas juste une affaire de gouvernement, là, ça s'applique à tout job, là, évidemment. Mais quand tu cares about ta job, puis que tes boss ou ton contrat s'en foutent, ça paraît niaiseux à discuter, mais ça a un impact massif sur le mental, pour vrai. Puis le burn-out, il arrive vite. Ouais. Puis mon dernier mandat au gouvernement, ça a été à Revenu Québec. C'était un mandat qui prenait entre 2 et 6 semaines, qui était échelonné sur 6 à 12 mois. Oh! Ça, c'était ben trop tough, là. J'en avais plus rien à foutre. Je suis parti en plein milieu du mandat. C'était vraiment tough. Puis ce qui était difficile de ça, à un moment donné, là, je m'en foutais tellement. Là, je pouvais arriver à 11h au bureau puis partir à 2h l'après-midi. Hein. J'étais pas capable. Le cœur est aigu, là. La totale. Là. Non, c'est ça. Mais c'est à cause de quoi le projet comme tel, la technologie, la gestion qui avançait pas? C'était quoi le problème? Mais tout ça en même temps, c'était un projet super simple de faire des one-pagers de sécurité. Dire, mettons, ben pour... Quand tu développes un projet puis tu as du trafic réseau, il faut qu'il soit encrypté. C'est un truc de base, là, on s'entend. Fait que tu as un one-pager qui dit, bon, ben pour tel type de données, il faut que tu mettes tel chiffrement, de telle manière, blablabla. Puis là, tu as ça pour une vingtaine de trucs différents. Fait que quand tu développes une application, il ne faut pas qu'il y ait d'injection dedans, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça. Ils appellent ça des design patterns. Là. C'est une des manières de faire. Pour vrai, là, c'était une job de 2-3 semaines. Ça m'a pris 2 mois à avoir une réponse de validation de mon premier document. OK. Là, ça veut dire que j'ai passé 1 mois et demi. J'ai passé 2-3 semaines à faire le document. J'ai perdu mon temps, là, parce que, je veux dire, il faut que tu étales ton temps, parce qu'il t'en donne trop. Ben oui. Puis là, tu donnes le document, puis là, tu viens à job, puis tu n'as pas de réponse. Mais là, si je continue à faire les autres documents, puis le premier n'est pas bon, il faut que je recommence. Fait que pourquoi tu recommences? Ben oui. Fait que tu le fais pas, ou tu le fais, puis tu perds ton temps. Fait qu'à un moment donné, tu fais rien, mais tu fais rien pendant des mois, là. Fait que là, tu te présentes à réchauffer une chaise. Fait que je me présentais pas. Fait que ça a tourné que je m'en allais dans un burn-out total. Je voulais plus me lever, je voulais pas y aller, fait que je me ramassais là à 11h. Puis là, rendu à 2h l'après-midi, j'étais comme j'ai plus rien à faire. On va, fuck off. C'est terrible. Ça a été drôle de voir comment ça marchait là-bas. De voir que le ministère qui a le plus de données sensibles était le pire en sécurité que j'ai jamais vu. Ça te donne une claque d'en face aussi. Hey, ça, c'est dans le coin de 2014, ça roulait Telnet à grandeur. C'était un beau bordel. Ouais. Puis après ça, ils m'ont renvoyé chez Industriel Alliance, qui au début était ma porte d'entrée en sécurité. Puis ça a été ma porte de sortie du Québec. J'ai failli frapper mon manager. Oh, tant que ça, là. Elle allait pas bien. Ouais. Tu sais, quand tu vois ça souvent dans les films ou autres, là, quelqu'un qui voit noir, là, puis qui perd le contrôle, là, j'ai jamais vécu ça, sauf là. Il a fallu que je me retienne pour pas que mon bras parte. Le gars était d'une toxicité intense. Je ne veux pas dire des mauvais mots, mais la pire personne que tu peux imaginer. Qui faisait tout pour me faire chier au final. Fait que à un moment donné, ça avait monté à direction, il avait remis cette personne-là à sa place, mais évidemment, des mois passent, la personne redevient comme elle est, puis elle s'est remis à me frapper dessus. Puis à un moment donné, il m'a dit la goutte de trop, je me suis levé, je shakeais. Ah, ouais. J'étais comme, tu sais, ta tête est comme, je vais frapper, puis mon boss est à l'étage d'au-dessus, je shakeais, j'ai pris mes affaires, je suis voir mon boss, j'ai dit, je m'en vais, ben, j'en reviens plus ici. Ah, ouais, hein. Fait que ça a été la finale. C'est drôle qu'on enregistre ça aujourd'hui, là, pour ceux qui écoutent, là, on est le 5 mai, vendredi 5 mai, puis on vient juste, lundi d'enregistrer l'épisode 225.
Yes, de la 225. French Connection, Yes, où on parle avec Caroline justement de ça, là, la toxicité des gestionnaires et tout ça. Fait que ceux qui n'ont pas écouté l'épisode 225, là, allez écouter ça, on en parle encore plus en gang, c'est le fun. Mais toi, t'as vécu ça solide, là. Non, celle-là était solide, solide, solide. Puis après ça, mes boss de l'époque ont pas aidé sur certains points. Je rentrais pas dans ces détails-là. Fait que je commençais à chercher ailleurs. Puis j'avais trouvé une compagnie sur le web qui avait des petits logiciels de hacking. Je me suis dit, je vais soumettre mon CV. Puis c'était du monde qui participait au CTF du Hackfest. Fait que mon entrevue était avec une bière dans le milieu du CTF à 2h du matin. Ça, c'est Security Campus, là, ou? Ouais. OK. Puis ce gars-là, il n'est pas resté si longtemps là-bas. Ben, je vous ai il était plusieurs années là, mais quand j'ai commencé à travailler là, il est resté peut-être 6 mois, 1 an, puis il est parti. Puis c'est un de mes bons amis encore. On s'en va le voir dans 1 mois ou 2. OK. Fait que c'est super drôle. Mais là, excuse, à ce point-là, est-ce que tu quittes pour l'Ontario, là? Est-ce que tu as l'écœuré du Québec, tu t'en vas vivre ailleurs, ou? Non. Je travaille à distance depuis ce moment-là. Ça fait quoi, presque 8 ans, là? 2015, ouais, c'est ça. Ouais. J'étais à distance à temps plein. Puis si je vais dans un bureau à travailler, je suis presque en PTSD. Là. Je comprends pas pourquoi qu'on est qu'il faut aller dans un bureau qu'on travaille en informatique. Ça n'a pas rapport. Mais ouais, c'est ça. Je commençais ça. Puis c'était tellement awesome de voir la différence des compagnies de consultation Québec versus hors Québec. Okay. L'ouverture, la diversité, les skills qui étaient x10. Okay. J'étais extrêmement mauvais en rentrant là. Je veux dire, ça a l'air je faisais la job, là, mais je veux dire, j'étais pas au même niveau. Là, tu te sentais beginner. Solide. Là. Ouais, hein? Et après quelques semaines, la personne qui m'a fait rentrer est partie, comme je te disais. Puis c'était la personne qui donnait les cours de formation de sécurité applicative web. Mais il est parti assez rapide dans le milieu d'un contrat où il fallait qu'il donne des trainings downtown à Toronto. Fait que du jour au lendemain, mon boss m'écrit, il dit demain, il faut que tu donnes le training. À Toronto? J'ai jamais vu le training. Oh, ouais. Il dit book un avion pour demain, tu donnes un training dans 2 jours. J'étais comme, OK. J'ai dit, peux-tu m'envoyer le PDF? Fait qu'il me l'a envoyé le lendemain. J'ai étudié le PDF dans l'avion. J'étais arrivé dans le bureau que je connaissais, genre le monde, mais via chat puis quelques vidéos en ligne. On a étudié le PDF ensemble. Puis il y avait des laboratoires. Il a fallu que j'apprenne les labs en genre 3-4 heures le soir de 6 à 9. Stressant, là, un petit peu. Wouh! Après ça, on s'en va donner ça. Puis lui, c'est le boss qui m'a jamais vu donner un training. Il a passé la journée à me checker. Fait que je suis devenu le lead de donner des trainings. J'ai donné des trainings à Londres, à New York, partout à Toronto, à Québec. C'était vraiment cool. Puis, là, question niaiseuse. Là, tu commences à travailler avec du monde à Toronto, en Ontario. Tu es allé à l'école à Québec, à Sherbrooke. Ton anglais, tu l'as pris où? J'étais en anglais avancé à partir de la 5e année du primaire. OK. Tes parents parlent anglais ou comment? Même pas zéro. Mon père se débrouillait, mais non, pas anglais. Là. OK. Non, il y avait un programme spécial d'anglais avancé dans les premiers à Québec qui offrait. OK. Puis ça a l'air j'étais bon à l'école cette année-là, puis ils m'ont donné la chance. Mes parents m'ont comme appliqué là-dessus, mais à cet âge-là, tu comprends pas ce qui se passe. Là. Non. Fait que c'était 6 mois français, 6 mois anglais. Fait que j'ai appris ça. J'étais pas très bon à l'écrit. Même en français, je suis extrêmement mauvais. Tout le monde peut rire de moi sur le Discord. Tout le monde le sait. Mais j'étais vraiment pas bon au niveau écrit. Fait que même au cégep, j'étais le secondaire cégep, j'étais tout le temps en avance. Okay. Non, excuse. Au primaire, secondaire, j'étais 2 ans en avance avec le programme. Fait que quand t'es en secondaire 1, on faisait du secondaire 3. Techniquement, là, c'était ça le programme. Mais quand je suis arrivé au cégep, c'était de l'anglais vraiment avancé. Okay. J'ai pogné un mur sur comprendre les règles grammaticales. J'aurais dû écouter au secondaire. Mais tu sais, je l'ai toujours connu. Internet est en anglais au complet, le hacking, toute la documentation, ça a tout le temps été là. C'est sûr que mon parler était correct, là. Mais mettons, j'avais une discussion à cette job-là. À chaque 4-5 phrases, il y a un mot que je savais pas, là. Tu sais, quand t'es dans le milieu de la discussion, t'es comme, faut que je dise ça dans la prochaine phrase, je sais pas le mot. Fait que là, tu fais une phrase longue qui fait le tour. Fait que ça, c'était mon anglais.
Je travaillais là 4 ans, fait que après un an et quelques, j'étais, disons, pas mal bilingue. Là. Ouais. Mais là, quand tu commences à travailler avec Security Campus, puis ces gens-là en Ontario, là, tu dis que c'était une coche par-dessus, là, puis là, tu te sentais quasiment beginner. Est-ce que là, tu réalises que, on est donc, qu'est-ce qui se passe ici au Québec? On est-tu en arrière? C'est quoi le problème? Ah non, clairement, puis c'est de là que tout ça vient, là, on s'entend. Là. Puis tu sais, les compagnies qu'on faisait des tests d'intrusion, parce que je faisais du pentest applicatif à temps plein, là, plus la formation que je donnais. Pour la compagnie ontarienne. Oui, exact. Okay. Nous, les clients sont en Ontario, sont au Québec, sont un peu partout? C'était 20% Canada, principalement Ontario, Alberta, Vancouver. Puis 80% c'était de la Silicon Valley puis des grosses compagnies américaines. Oh, OK. Fait que c'était de la Fortune 500 aux États-Unis. La majorité des compagnies que vous utilisez sur le web à tous les jours, c'est ceux-là qu'on pentestait. Puis c'est là que tu vois la réalité de qu'on fait pitié ici. Tu sais, quand tu fais un pentest contre une entreprise qui investisse 1 milliard par année en sécurité, que c'est une entreprise privée, puis tu as une banque ici qui investit 200 millions, t'es comme, qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi on est si mauvais que ça? Tu sais, la différence est là. Je dis pas qu'ils sont toutes meilleures que nous, mais tu as un paquet qui sont vraiment en avance. Tu as évidemment le reste qui est comme partout, là, qui sont pas là, surtout dans les PME, mais le reste au niveau consultation puis au niveau grande entreprise, la marge est énorme. Là. Ah ouais. C'est ça qui est intéressant. Ça tombe bien, parce que là, je voulais adresser ça plus tard, mais là, je pense qu'on ouvre la porte à ça. C'est parce que, tu sais, c'est une des choses que je trouve le fun de toi, c'est que tu manges pas tes mots. Hein? T'as pas peur de le dire que, oui, sac, là, on n'est pas bien bon. Est-ce que tu perçois ça comme un problème typiquement québécois ou canadien? Je pense que le problème il est partout. Ça, c'est sûr. OK. Je veux dire, dans tous les pays, la majorité des entreprises, c'est faire de l'argent en premier. La sécurité, ça passe en deuxième. Mm-hmm. Que ce soit une compagnie qui font des milliards aux États-Unis ou ailleurs, ils ont ce principe-là. La différence, c'est qui y pense, puis ici, on y pense pas partout. Ici, tout le monde est gentil, tout le monde est beau, puis ça, c'est vraiment une mentalité Québec. Là. OK, tu parles ici Québec. Québec, il n'y a pas personne qui est un méchant. T'sais. Tout le monde est vraiment gentil. Puis ça, dans le concept sécurité, on est clairement en retard à cause de ça. Puis où le problème? Il est au technique? Est-ce qu'il est au technique? Est-ce que c'est les administrateurs réseau ou c'est la gestion? Ah, c'est la gestion, mais c'est tout le monde. Puis ça, on en parlait justement, comme tu disais, sur les derniers épisodes aussi. La sécurité, d'où proviennent les problèmes de sécurité? Quand il y a un bug de sécurité, il est où le bug? Il est dans l'application. Qui a développé l'application? Un développeur. Qui fait de la sécurité dans une entreprise? Aucun développeur. Fait que tu sais, tu as ce problème d'éducation-là que les écoles ne montrent pas la sécurité et les employeurs ne disent pas que les développeurs sont responsables de leur sécurité. On parle toujours d'imputabilité, hein? On vient toujours à ça. C'est qui est responsable pour ça? T'as raison, c'est de l'imputabilité, mais ils le savent même pas. OK. Puis je te dis pas tout le monde, je généralise évidemment, mais la majorité des devs ne savent pas que leur responsabilité de base, c'est la sécurité. La sécurité, c'est un concept de qualité. Tu sais, quand tu développes une application, il faut qu'elle fonctionne, il faut qu'elle soit disponible, il faut qu'elle soit de qualité pour l'utilisateur, le visuel, tu sais, toutes les étapes de processus de qualité. La sécurité, c'est un processus de qualité aussi, là. C'est la qualité que t'es donnée si ça n'en aille pas à quelque part, puis que la vie privée soit gérée, etc. Mais cet élément-là n'est pas là parce que tu as le concept d'entreprise que la sécurité est vue comme une dépense. Mais si tu fais la sécurité dès le début d'un processus, elle coûte rien, ou presque rien. C'est programmé de manière sécuritaire. À part apprendre à programmer sécuritaire, de suivre quelques formations qui a un coût, le reste, c'est d'utiliser la bonne fonction ou de rajouter une ligne ou deux. C'est pas vrai que ton application va coûter 12 millions de plus. Non. Elle va te coûter peut-être 10 minutes de plus au bout de la ligne. Ouais. Parce que quand tu fais ton planning, ben, tu inclus le mot sécurité. Bon, il faut faire ça, il faudrait penser que ce soit sécuritaire, donc on va le développer de cette manière-là. Ben, c'est pas Est-ce que ça m'a pris des mois de plus? Ben non, ça m'a pris quelques heures de plus. Mais cette heure de plus-là, c'est la même heure que tu parles de la qualité, de dire, ben, il faudrait mettre ce menu-là de cette manière-là. C'est la même chose, là. Ouais. Fait que c'est vraiment une perception qu'on s'est tiré dans le pied en tant que société, il y a longtemps, je pense. C'est plus motivateur de penser, là, il faut faire l'application, il faut en mettre sur le marché au plus sacrant, qu'on fasse de l'argent,
Puis après ça, peut-être on s'inquiétera de la sécurité. C'est comme un arrière-plan, si on veut. Exact. C'est tout le temps ça qui arrive. Mais le problème, c'est que quand tu fais la sécurité rendue en prod, c'est du 20 à 100 fois le prix pour corriger ça. Ben oui, après, ben oui. Où c'est que tu penses qu'il faut arranger le problème? Où c'est que ça commence? Ça commence au primaire avec de l'éducation en hygiène sur Internet et sécurité en ligne, de comprendre que nos données ont une valeur. Au secondaire, cégep, d'expliquer pour ceux qui vont travailler en technologie, peu importe le domaine de la technologie, là, que ce soit du data, de l'analyse, du front-end, peu importe, de parler de sécurité. Faut que ton cours de développeur ait presque un 25 à 30% de sécurité dedans. Là. OK. Puis ton cours de personnes qui gèrent du data, autant en machine learning qu'en big data et autres, faut qu'ils comprennent que la vie privée, c'est presque un 20% de leur job aussi. Là. Peut-être ça devrait faire partie des certificats là, comme les MBA, là, ceux qui vont en business, d'apprendre que c'est quelque chose. Parce que tu as dit le mot-clé tout à l'heure. Il y en a beaucoup qui voient ça comme une dépense. Ah, maudit cybersécurité, c'est une dépense, ça coûte cher. Plutôt que de voir ça comme un investissement. Fait que peut-être le changement se fait au niveau des MBA aussi, ces gens-là qui vont gérer des business, qui vont être gestionnaires, entrepreneurs. Ça soit du côté business aussi, c'est certain. Puis je me souviens plus c'est lesquels, ça fait quelques mois, il y avait une nouvelle, une entreprise au Québec. La personne avait dit, je pense que c'était un truc de construction, là. La personne avait dit, on a investi 7 000 $ en sécurité. Oui. Je pensais qu'on allait être correct contre les ransomware. Il dit ça, c'était un vraiment, vraiment gros montant. Le gars gérait des données pour comme 200-300 000 personnes. Oui, il investit 7 000 $ de permis de construction ou quelque chose comme ça, là, un genre d'association. On en a parlé au podcast. Là, mais... Oui, exact. Ouais. Mais ça, c'est une blague. Là. 7 000 pour une entreprise qui génère des millions et des millions, lui, il pense que c'est correct. Mais la personne ne connaît pas ça et n'a jamais entendu parler. Fait que mettre plus qu'une coupe de piastres dessus, il pensait qu'il allait être correct. Mais la sécurité, c'est pas ça. C'est comme je dis, c'est dans les débuts des processus jusqu'à la fin. Fait que c'est complexe. Mais tu as raison, au niveau des NBA, tous les cours de business de personnes qui sont supposées d'être sur le board d'une entreprise, ils devraient tous penser à la sécurité. Faut que ça fasse vraiment partie de la conversation de société, hein, de se préoccuper de la ça. La donnée et le pétrole d'aujourd'hui. Oui, effectivement. C'est pas mal ça. Duo Security, ceux qui font les affaires d'authentification multifacteur. Tout à fait. Oui. Fait qu'à un moment donné, pas que je me suis tanné, mais je trouvais ça répétitif de faire du pentest à temps plein parce que tu fais un test, 5-10 jours, tu fais un rapport, tu le donnes au client. Tu fais un test, 5-10 jours, tu fais un rapport, tu le donnes au client. Quand ça fait 4 ans que tu fais ça, je trouvais ça long. J'ai essayé d'avoir d'autres opportunités, mais la job ne l'avait pas vraiment. Fait que Duo, j'ai switché à l'interne d'une entreprise pour construire une équipe de Red Team. Parce qu'à la fin, chez Security Compass, la dernière année, j'ai construit le service de Red Team consultation. Okay. Fait que c'était plus Purple Team, là, mais c'était de travailler avec des entreprises, de faire des attaques, puis travailler avec leur équipe de SOC pour qu'ils détectent l'attaque, puis faire de l'amélioration continue. Fait que le concept, c'est que tu fais une attaque le matin, tu t'assis... Ben, pas le matin, mais tu fais une attaque spécifique pendant une journée. Le lendemain matin, tu t'assis avec eux, tu regardes les détections. S'il n'y a pas de détection, il faut qu'ils la mettent en place, tu retestes, blablabla. Vraiment en circulaire comme ça. Ça, c'était le fun. C'était des mandats de 3 mois. Tu avais une équipe physique sur place qui faisait de l'intrusion physique. Tu avais une équipe au téléphone, une équipe sur courriel, une équipe qui faisait le recon. Puis j'ai mis le service en place, puis je gérais ça. Fait que j'ai construit ça pendant à peu près 1 an. Puis à la fin, malheureusement, je demandais d'avoir ces contrats-là. On ne m'y donnait pas, puis j'étais dans mon cycle de 5-10 jours tout le temps. Fait que j'étais allé construire la même affaire, mais à l'interne. Okay. Puis Duo, c'est puis aujourd'hui, puisqu'ils ont été achetés par Cisco, ils ont détruit pas mal toute la manière, la culture, mais Duo était la meilleure entreprise côté culture que j'ai jamais vue. Tu t'assoyais la première journée à ta journée de onboarding là, pour rentrer dans l'entreprise et ils t'expliquaient comment mettre en place ton laptop, le côté IT. Mais après 2 heures, tu avais 1 heure d'instruction sur comment faire la sécurité dans l'entreprise. C'est une compagnie de sécurité, là, on s'entend, c'est sûr qu'ils sont en avance. Mais la majorité des principes qu'on discute aujourd'hui, c'est presque eux qui les ont mis en place dans le marché. Là. Fait que ça, c'était intéressant. Fait que
une compagnie 2FA, fait qu'évidemment, ça marche au 2FA là-bas. Mm-hmm. Puis ça marche au gestionnaire de mots de passe. Fait que ce que tu apprends dans tes premières heures, c'est que tu as besoin de seulement 3 mots de passe quand tu travailles ou dans ta vie. Tu as le mot de passe sur ton laptop, tu as le mot de passe pour ta boîte de courriel, parce que c'est le central pour tout resetter, évidemment, et le mot de passe de ton gestionnaire de password. C'est ça. That's it. Puis tu actives 2FA sur tout le reste. Ouais. Fait que c'est la première chose qu'ils t'apprennent quand tu rentres dans l'entreprise. Puis tu es obligé. Je veux dire, si tu n'utilises pas 2FA, il n'y a rien qui marche. Mais non. Puis évidemment, leur requis mot de passe, c'est pas 8 de long avec Soleil 01. Là. C'est 16, 25 de long. Puis c'était les vraies affaires. Puis ton gestionnaire de mot de passe il est configuré à 100 de long minimum par défaut. Il faut que tu le réduises quand les sites web te forcent plus bas. Et c'était forcé dans ce sens-là. Fait que ça, c'était vraiment le fun. Puis avec ça, c'était l'avant-midi numéro 1. À 2h de l'après-midi, il t'envoie un fiche. Il fiche toutes les nouvelles employés. OK. Ça fait 5 heures que t'es là. Il fiche tout le monde. Si tu détectes le fiche, parce qu'il t'explique comment détecter un phishing, là, s'il y a un sentiment d'urgence, s'il y a des erreurs dedans, le nom de domaine, les URL que tu cliques dessus, si tu le détectes, il faut que tu l'envoies à l'équipe de sécurité. Fait que ceux qui détectaient le phishing, ben, ils te donnaient un petit prix. Je sais pas si je suis allé sur mon bureau. Tu revenais pour le jour 2. Ouais, je ne l'ai pas. Ben, c'est un petit poisson vert du haut, là, de 3D printing. Fait que ça, c'était cool. Ouais, non, il mettait pas personne dehors. OK. Mais c'est ça, fait que là, oui. Mais c'était vraiment le fun parce que, c'est ça, j'ai tout construit le côté Red Team, mais le côté Red Team était plus Purple encore. Je travaillais avec l'équipe du SOC pour faire des attaques, les détecter. On faisait toutes les... comment on appelle ça, les Incident Response Exercise. Fait que les exercices d'Incident Response, on faisait des fakes, des incidents faux, mais avec des vrais artefacts dedans. Fait que c'est pas juste de t'asseoir là, un tabletop autour de la table, de dire bon, il y a eu un incident, qu'est-ce que tu fais? J'appelle Bob. Bob, qu'est-ce que tu dis? Non, on mettait des vrais logs puis des vrais trucs, puis on le disait à personne que c'était un incident jusqu'à un certain point, parce qu'on donnait l'indice. Ceci est un incident, continue comme d'habitude. Fait que le VP, là, s'il a besoin d'être dans l'incident, faut qu'il se présente. Puis c'est comme, je suis en meeting, puis c'est important. Non, faut que tu te présentes. Si c'est un vrai incident, ton meeting, il prend le bord. Ouais. Ça, c'est un vrai exercice. Tu viens là. Fait que ça, c'était vraiment top-notch, puis j'ai toujours utilisé ça dans les entreprises après. Chez Duo, là, toujours. C'était bien le fun. Ouais. Mais c'est ça, malheureusement, ils ont été vendus à Cisco, puis Cisco, la sécurité, c'est pas vraiment leur top priorité, fait que je me suis sauvé. Gêne-toi pas de le dire. Ben, je sais de checker les nouvelles, hein, c'est pas plus compliqué que ça. Puis, ben, c'est ça, quand je t'ai rencontré en 2020, t'étais chez LogMeIn à cette époque-là. Puis, ouais. Ça a fini... Chez LogMeIn, la même chose, finalement, j'ai mis en place... Ouais, le Red Team à l'interne aussi, là. Même concept. OK. Fait que là, toi, le boss que t'as quasiment mis à knock-out, là, à cause que t'en avais assez, t'avais ton quota, c'était comme à peu près la dernière fois que t'as travaillé pour une compagnie québécoise. Depuis ce temps-là, c'est des compagnies en Ontario, aux États-Unis. Là, aujourd'hui, t'es rendu pour DoorDash. DoorDash aux États-Unis encore, ouais. Ouais. Fait que ça fait un bout, là, toi, que tu travailles pour des compagnies externes du Québec, là. Ouais, c'est ça. Depuis 8 ans. Mais j'ai une compagnie à mon nom sur le site. Il n'y a pas de pub là-dessus. Le monde qui me connaisse Exact. Le monde qui me connaisse me réfère des contrats. Fait que je fais des pen tests 2-3 fois par an. Là. J'ai un contrat d'application security. Je suis sur les comités du gouvernement pour la cybersécurité. Right. Fait que, oui, j'ai plein de choses au Québec. Tous ces contrats-là sont 90% au Québec. Là. J'en ai des fois en dehors, mais je cherche pas. J'ai jamais fait de demande de trouver des contrats. C'est ça. Généralement, c'est des demandes que je reçois. Fait que je fais 1 ou 2 pentests, puis c'est ça le fun. Ça donne des contacts, puis ça remet une perspective plus Québec aussi. Puis même dans les récents, tu vois quand même qu'il y a une évolution beaucoup plus intéressante qu'il y a eu il y a 15 ans. Là. On commence à être... C'est ça, je veux dire. Est-ce que tu remarques là, qu'il y a une petite amélioration dans la façon de la sécurité ou il y a encore du chemin à faire? Hein?
Ben, je veux dire, il y en a beaucoup à faire, mais dans les startups qui veulent grossir, ou beaucoup les entreprises, évidemment, qui ont du financement public, là, les VC, la sécurité est toujours là parce que le board et ceux qui investissent, ils savent que la sécurité est importante, fait qu'ils forcent. Je ne dis pas que c'est parfait, mais il y a un intérêt. Fait que, ils n'ont pas des équipes de 20 personnes en sécurité quand ils devraient en avoir, ils en ont juste 2-3, mais au moins ils font les efforts pour. Versus bien les entreprises que ils font même pas cet effort-là. Ouais. Fait que là, ça nous amène à un point que tu as mentionné, puis tu m'as surpris avec ce point de vue-là, parce que c'est un affaire un point de vue que j'avais pas pensé. Tu as soulevé ça il y a une couple de mois sur le podcast, sur la French Connection. Tu sais, on n'arrête pas de parler de pénurie de main-d'œuvre partout, mais incluant en cybersécurité et en technologie de l'information. Puis toi, tu n'es pas d'accord avec ça. Tu dis non, il n'y a pas de pénurie de main-d'œuvre, il y a une pénurie de bien rémunérer les gens en cybersécurité. Oui, il y a le problème de la rémunération, mais tu as le problème des employeurs qui ne veulent pas engager de juniors. Puis ça, c'est un problème qui date de 10-15 ans. Il n'y a rien de nouveau là-dedans. Mon premier employeur chez Newron, il est à problème là-dedans depuis le début. Je veux dire, j'étais l'équipe moi-même de Security Application. Tu sais, je faisais de la sécurité applicative. Puis, évidemment, je voyais que c'était le marché qui grossissait. On faisait des pentests. Il fallait plus de monde. Mais c'est comme, soit on engage un senior, on n'a pas le budget pour. Puis l'autre option, c'est d'engager des juniors ou des stages puis les virer en junior. Ah ouais, mais là, il faudrait investir du temps. Je n'ai pas le temps pour ça. Parce que tu es une compagnie de consultation. Une compagnie de consultation, ça charge à l'heure. Fait que j'aime mieux, toi, charger à l'heure que de former quelqu'un à 50% du temps. Mais il se tire dans le pied solide parce que 5-10 ans après, il n'y a personne. Il a manqué 5 à 10 ans d'opportunités à former des centaines de personnes qui auraient pu être dans son entreprise chargées à 100, 200, 300 piastres de l'heure pour avoir investi finalement, il y a 10 ans, 20 piastres de l'heure pour avoir formé cette personne-là. C'est un manque de vision et de compétences énorme. Puis ça, c'est un problème répandu partout. C'est le concept de dire j'aime mieux charger, j'aime mieux faire des features que d'investir, que faire de la sécurité, shifter left. C'est la même chose là-dessus. Puis évidemment, le salaire est un problème parce qu'on est rendu en travail à distance, on est rendu international. La compétition de la job n'est pas locale. Le problème du Québec, c'est qu'on aime ça parler français. Si vous allez en Europe, ça parle 2, 3, 8 langages. Ils n'ont pas peur de leur langage. Ici, on a une peur terrible de perdre le français. Je ne sais pas si pour ceux qui ont des enfants, là, si vous parlez anglais aussi, vos enfants parlent français. Ça ne disparaît pas, la langue. Ils disent que oui, là, c'est dans le déclin et tout ça, mais... Ouais. Ça, c'est discutable, mais le problème reste que tu te bats contre le reste. Fait qu'il faut que tu apprennes un deuxième langage, que ce soit l'anglais, l'espagnol, le chinois, peu importe. Puis le but, pas le but, mais le problème, c'est que vu que notre marché local vend local, le budget est local, fait qu'il est faible. Les entreprises US, souvent, leur marché est international par défaut. Fait que c'est sûr que la même entreprise de 20 personnes aux US, 20 personnes à Québec, il y en a un qui vend sur un marché potentiel de peut-être 20 milliards, puis l'autre vend sur un potentiel de 20 millions. À peine. C'est sûr que le salaire va avec, là. C'est certain. Puis c'est pas mal d'avoir un marché local, c'est pas ce que je dis. Notre problème, c'est que 99% des entreprises sont locales. Dans les seuls qu'on a, c'est genre Shopify, Ubisoft qui sont internationales. Là. Il y en a d'autres privés moins connus, mais je veux dire, dans les très connus, c'est ça. Là. Mais si tu vas aux US, donc est-ce que tu penses qu'on a Est-ce que tu penses qu'on a une quantité importante de gens en cybersécurité au Québec qui ne travaillent pas pour des entreprises québécoises? Qui travaillent pour des entreprises en dehors du Québec? Répète ça a glitché, excuse. Est-ce que tu penses qu'on a une quantité importante de personnes en cybersécurité au Québec qui ne travaillent pas pour des entreprises québécoises, qui travaillent pour des firmes en dehors, des compagnies? Ça, je veux dire, c'est dur d'avoir la visibilité là-dessus, mais au minimum, on a énormément de skills. Il y a beaucoup de talent au Québec, puis c'est sûr qu'il y en a plein qui s'en vont en dehors, puis qu'on perd à cause de ça. Puis le problème aussi, c'est que la majorité des entreprises qui sont à plus gros salaire, c'est des entreprises qui sont financées ou à la bourse, qui est aussi ce qu'on n'a pas au Québec, right?
des PME locales, ça investit pas à ce niveau-là. Fait que les salaires sont pas là non plus. Fait que c'est comme un gros cercle vicieux de langue, d'investissement manquant, puis de marché qui est local seulement. Là. Fait que c'est sûr que c'est extrêmement difficile d'avoir de la compétitivité. Puis de l'autre bord, ben, tu n'as personne qui veut investir pour les juniors. Là, tu as les écoles qui investissent là-dedans, qui font des cours universitaires cégep. Mais en sécurité, pour être quand même bon, faut que tu connaisses toute l'informatique. Tu peux pas étudier juste en sécurité et être super bon en sécurité. Il faut que tu connaisses le dev, faut que tu connaisses le réseau, faut que tu connaisses comment ça marche l'entreprise. D'où le pourquoi ce qui c'est intéressant d'avoir de la consultation. Ça te permet de tout voir. Mais au final, c'est ça. C'est un cercle vicieux, je pense. Ouais. Puis là, dans tout ça, à part les jobs, ben, d'après ce que je vois, à peu près en 2009, tu pars un Hackfest. Qu'est-ce que c'est ça? Comment tu pars ça? Ouais. Ça c'est quelque chose de spécial. Le Hackfest, ça existait en 2001. C'était un projet universitaire à l'Université Laval par le groupe Sentinelle. Là. C'était le groupe étudiant qui s'appelait comme ça. OK. Qui était Nicolas Sylvain puis Lina quelque chose, j'ai oublié de son nom de famille. Ils ont fait le Hackfest 2001, 2003, 2005. C'était à peu près 100 personnes jusqu'à 150 personnes, quelque chose comme ça, qui se rejoignaient à l'Université Laval dans une salle. Pendant, généralement, je pense que c'était une journée, puis le soir, il y avait un CTF. Fait que ça, on a participé à ça. Puis 2006, ils sont déménagés, ils sont plus au Québec. Je pense qu'ils travaillent dans la Silicon Valley, Google et autres aujourd'hui. Puis à partir d'à peu près 2006, 2008, on a commencé à faire des... Non, même avant ça, je pense, début 2000. Il y avait des rencontres mensuelles, pareil comme notre Québec Sec qu'on fait aujourd'hui, des rencontres où on a des présentations. Mais dans ce temps-là, c'était des rencontres, on allait boire un verre puis souper. C'était une fois par mois. Il y avait même une version avant où on allait à Place Laurier juste se rencontrer, manger une poutine. Et tu avais le concept de communauté mensuelle qui a toujours existé. OK. Fait que rendu en 2009, ça n'existait plus le Hackfest. Puis il y a un de mes bons amis qui a dit « Hey, on en repart ça pour le fun. » Puis ça faisait 1 an et demi que je travaillais en consultation. J'ai dit « j'ai pas vraiment le temps. » Puis d'autres de mes amis ont dit « j'ai pas le temps, mais si t'as besoin d'aide, tu me le diras. » Fait qu'on avait dit non, finalement, à ça. Puis il a passé à peu près 6 mois. Bien. Oui, c'est ça, c'est le début. On a une bonne idée. C'était janvier 2009, là. J'étais comme, pourquoi qu'on ferait ça, t'sais. Fait que ça, c'était, mettons, janvier 2009, là, plus ou moins. Puis dans le milieu de l'été 2009, juin, juillet, moi et un autre ami, on a dit hey, on n'a pas entendu parler du Hackfest encore. Fait qu'un matin, comme 2 imbéciles, on a débarqué chez notre autre ami à genre 9h un samedi matin. Sans même y demander vraiment. On l'a appelé, on dit on débarque chez vous, on gère le Hackfest. On est arrivé là à 9h, on a fait une to-do list. Faut trouver une salle, faut trouver des speakers, faut trouver de l'équipement audio, faut visuel, blablabla. On a commencé à faire ça, on a trouvé quelqu'un d'autre, on était rendu 4 dedans. Lui qui a eu l'idée de commencer ça a jamais mis une minute dans le projet, fait que quelqu'un d'autre dans le groupe, le kick est out. Et le drama de la communauté de sécurité a commencé à ce moment-là. Parce qu'il y en a eu en sacrement du drama avec la Hackfest et autres. Ah oui? On a fait la Hackfest en 3 ou 4 mois. Fait que de juillet à novembre à peu près, ou de août à novembre. On a fait un CTF et une journée avec des conférenciers des États-Unis, du Québec, des Maritimes. Fait qu'on en a eu de partout. C'était quand même vraiment le fun. Fait que ça a marché, même votre premier en 2009, là, il y a eu combien de monde qui sont présentés? Ben, c'est ça la joke, c'est que 2 semaines avant l'événement, qu'on avait repris le concept de l'Université Laval. On avait réservé les salles à l'Université Laval, la même affaire, le même concept. 2009, c'est l'année d'H1N1. Ah. Puis quand on a réservé les salles à l'université, j'ai dit, dans vos clauses, est-ce qu'on peut perdre notre salle? Il dit, la seule clause que tu peux perdre ta salle, c'est s'il y a une pandémie, puis nous, on est un centre de vaccination, mais ça arrive jamais, c'est jamais arrivé. 2 semaines avant l'événement du Hackfest, c'est la H1N1 dans les nouvelles, on a reçu un courriel, votre événement est annulé, parce qu'on est un centre de vaccination. 2 semaines.
sais pas si tu le sais, mais trouver un hôtel en 2 semaines, là, c'est quelque chose. Je travaillais en consultation à Cara durant ce temps-là, fait qu'on a skippé une couple de jours de job. Je passais mes journées de job à faire des appels. On a trouvé un hôtel en moins de 2 semaines. On a réannoncé ça partout. Il s'est pointé 175 personnes quand même. C'est bon. Solide, bon départ. Événement de 8h à 2h du matin, 6h du matin. Le party d'après CTF a fini le lendemain matin. Il y a quelqu'un qu'on a banni, qui a été arrêté par la police. Voyons donc. C'était le début des aventures du Hackfest. Ça a été les aventures. Ah, boy. Ouais, il y en a eu des cas de genre des polices et autres niaiseries dans des événements. Fait que, ouais, on a commencé ça là. Puis d'année en année, l'événement a grossi de 30% non-stop. Fait que de 175 à 250 à 300 quelques. On a changé d'hôtel la 2e année. On a resté 2-3 ans à l'autre hôtel. Il a fallu rechanger après. Et en 2019, l'hôtel était booké au complet à plus que 1600 personnes. Il restait aucune salle. Les chambres, on était dans 4 hôtels. Ouais, fait que c'est le projet que ça me tentait pas de faire, que 15 ans plus tard, je gère. C'est une belle aventure. C'est un peu comme ça que tu es reconnu aujourd'hui. Là. Quand on te voit dans les médias, une autre petite histoire rapide à regarder après, là, on le voit dans les médias, on t'introduit toujours comme le fondateur ou cofondateur du Hackfest. C'est ta renommée. Oui, parce qu'au final, je peux pas représenter mes employeurs non plus. Puis mon entreprise privée, je veux pas faire de pub parce que j'ai pas tant de temps que ça. Puis le Hackfest, c'est la communauté, c'est un OBNL. On est là pour changer le statu quo, pour la relève, pour améliorer la sécurité. Fait que depuis le Hackfest 2015, à peu près 2014, je pense, les médias ont commencé à se présenter au Hackfest parce que dans le coin de 2012 à 2014, les renseignements, services de renseignement secret du Canada, là, CISIS, CISEC, etc., sont devenus partenaires du Hackfest. Fait que là, on s'est rendu avec beaucoup de médias qui venaient chercher des troubles le plus qu'ils pouvaient pour mettre le trouble sur ces organisations-là. Fait qu'on a commencé à gérer les médias. Fait qu'on a commencé à parler aux médias. Puis en parlant aux médias, ben là, ça a fait grossir l'événement, évidemment. On s'est fait connaître. Puis ça a été l'opportunité d'aider le gouvernement avec du Responsible Disclosure. Et avec tout ça, ben évidemment, on s'est mis à commenter dans les nouvelles, à créer un peu de drama des fois. Fait qu'on s'est réajusté quelques fois. Mais le but, c'est de faire bouger les choses. Ce que pas tout le monde peut faire, évidemment. Le fait que je travaille pas au Québec aide, évidemment. Mais ça reste que c'est dommage de voir que certaines personnes se font bloquer parce qu'ils osent dire que leurs données ont été leakées quelque part. Là. On nommera pas de nom, mais certaines organisations bannent du monde qui parle dans les médias pour rien, quand ils devraient les engager à la place. Mais ouais. Pour ça, ça a été le début là, ça a été le début pour toi là, dans les médias. C'est à cause du Hackfest. Là. Ils venaient au Hackfest, puis c'était toi qui représentais. Là. Ouais, tout à fait. Fait qu'on parlait c'était quoi le Hackfest, puis il y avait toujours la question piège de pourquoi ce ministère-là est là. Toujours la question de ouais, mais là, tu fais un événement avec des hackers, t'as pas peur qu'il y ait des méchants dans la salle. Il y a toujours des méchants dans la salle. Tu fais un événement de chasse et pêche, ça se peut que t'aies un tueur dans la salle. Il n'y a pas un journaliste qui va aller demander ça. Là. Il y a vraiment un biais envers la sécurité, le hacking, là, qui est dommage dans les médias. Là. Ouais. C'est mal compris, hein, je pense. Solide, mais c'est toujours le même exemple que je dis. Tu as toujours un journaliste qui s'en va dire les hackers, c'est des méchants, blablabla. Les titres, c'est un hacker a piraté telle affaire. Non, les hackers, c'est les gentils. Là. Les méchants, on les appelle les criminels. Depuis quand que quelqu'un qui tue quelqu'un avec son 12 de chasse, c'est écrit les chasseurs ont tué quelqu'un. Non, tu l'appelles le criminel puis le tueur. Tu l'appelles pas le non-chasseur. Fait que c'est la même chose au niveau hacking. Mais c'est sûr que dans les années 90, avec Nick et autres, Paulson aux États-Unis et tout, le mot hacking Mafia est devenu Boy, méchant, mais c'est pas ça la définition. Ouais, Mafia Boy, ça c'est une belle blague aussi. Tout ça a été viré en termes de méchant, mais la réalité, c'est que le hacking, c'est juste de trouver des problèmes puis de les rapporter. De trouver une manière de bypasser, de
faire quelque chose qui n'est pas supposé. Tu prends une horloge, tu as fait tourner du mauvais bord, c'est du hacking au final. C'est juste ça. Et en finissant, qu'est-ce que tu as comme conseil pour les... je veux toujours dire les jeunes qui commencent en cybersécurité ou en TI, mais des fois, on a des moins jeunes qui se recyclent aussi puis qui se lancent dans ce domaine-là. Donc, mettons, pour les nouveaux là, qui commencent en cybersécurité, en TI, qu'est-ce que tu leur conseilles? C'est drôle parce que je me sens encore comme un nouveau. L'Hackfest fait 15 ans, puis c'est comme si c'était hier qu'on a commencé ça. C'est quand même drôle de se faire poser la question. Parce qu'au final, il faut juste être curieux, je pense, puis pas penser qu'on connaît tout. Je connais absolument rien, puis j'apprends tous les jours. Je gère une équipe de sécurité, puis je suis loin de savoir exactement par où que je m'en vais à tous les jours. Fait qu'il faut toujours que tu lises puis t'en apprennes. Fait que, je veux dire, le hacking, c'est d'être curieux, right? Fait que c'est la même chose dans vos jobs, dans vos projets. Mais pour ceux qui commencent, c'est un peu plate à dire, mais pour ceux qui veulent se démarquer, parce que tout le monde peut travailler en sécurité. Ça c'est pas un problème. Tu veux étudier en TI, en informatique, tu fais un cours en sécurité ou pas, il manque du monde partout, tu risques d'avoir une job, malgré que la première job, comme j'ai expliqué, il n'y a personne qui veut donner l'opportunité, mais quand tu as ta première, après ça va facile. Mais le truc pour bypasser la première job, c'est de s'impliquer. Soit tu fais des projets personnels, soit tu t'impliques dans l'Hackfest, soit tu donnes des conférences à l'école ou à Hackfest ailleurs. Le but, c'est d'être capable de démontrer que tu as une expérience, même si l'expérience n'existe pas officiellement au niveau du travail. C'est un peu dommage qu'on est obligé de faire ça. Mais ça s'en vient de mieux en mieux, là, évidemment. Mais de démontrer que tu as l'expérience, soit au niveau de l'école ou dans des événements et autres, c'est ce qui te démarque. Participer à des CTF en ligne, des CTF sur place aussi, c'est une très bonne manière. Juste démontrer le step de plus que la personne qui fait rien, ça va vous démarquer beaucoup plus. Ouais. Mais dans tous les cas, vous êtes capable. Tant que vous êtes curieux et autres, puis vous continuez à démontrer, ça va. Mais regardez nos vidéos sur comment faire vos CV. Le problème pour trouver des jobs, 90% du temps, le CV n'a aucun sens. Non. Et évidemment, pratiquer les entrevues. Comme j'ai dit, je suis le pire pour faire des entrevues. Moi, aujourd'hui, mais au début, j'étais une vraie farce. Il y a une manière de faire des entrevues, une manière de penser quand tu vas en entrevue, de ne pas stresser, il y a des trucs, il y a plein d'affaires. Faut que tu saches de quoi tu parles, tu sais. Au final, même si tu es débutant, faut que tu comprennes, faut que tu sois capable d'expliquer le concept. Si tu n'es pas capable de l'expliquer, ça prouve que tu ne sais pas de quoi tu parles, que tu le connais pas, le concept. Fait que c'est vraiment d'expliquer ces choses-là. Puis tu sais, les rencontres mensuelles qu'on a du Québec sec, puis il y en a à Montréal, il y en a plein, là. Même si vous pensez que vous n'avez rien à montrer à personne, que vous n'avez pas de sujet ou rien à apprendre à personne d'autre, c'est pas vrai. Tout le monde a des expériences différentes. Votre projet de maison que vous avez fait sur le coin d'une table, que ce soit un lab maison comme nos derniers Québec sec, ou que ce soit d'avoir monté un logiciel pour faire quelque chose, même si le logiciel existe déjà, venez parler de votre expérience. Cette conférence-là va vous donner confiance, puis va être une preuve que vous pouvez même mettre dans votre CV. Hey, regarde, j'ai réussi à faire ça. Ce qui est beaucoup plus qu'une majorité. Je veux dire, à l'université, les projets d'université, j'ai fait ça en sécurité. Fait que j'étais capable de mettre sur mon CV les projets de session de sécurité, tu vois. Fait que puis on va partager un secret avec les plus jeunes, c'est que le plus tu vieillis, le plus tu en apprends, le plus tu t'aperçois que tu connais pas grand-chose. Hein? C'est tellement large comme domaine. C'est ridicule. Puis en plus, le domaine grossit de plus en plus. Il y a toujours des choses de plus. Je pense qu'il y a un même map sur le web qui montre une affaire comme 150 rôles différents en sécurité. Tu as la sécurité applicative, tu as le réseau, tu as du threat hunting, tu as de l'opérationnel, tu as tout, là. Jusqu'au CISO. Je l'ai montré, cette image-là, durant ma présentation au Hackfest l'année dernière, puis je la montre des fois dans mes présentations parce que le monde n'a pas d'idée. On parle de cybersécurité, puis je dis, regardez, c'est ça, la cybersécurité. Là. C'est énorme. Il y a tellement de domaines là-dedans. Là, Puis, je vais dire aussi, s'il y a des entreprises, des entreprises de consultation, parce que tu mentionnais qu'il y en a qui veulent pas justement engager des jeunes ou des newbies ou des beginners. C'est quelque chose que j'ai fait dans mon entreprise précédente, puis que le jour où je vais avoir à peut-être engager mon premier employé dans le rôle que je suis présentement, là, présentement je suis à mon compte tout seul,
Mais si à un moment donné, ça grossit puis je veux engager quelqu'un, c'est clair que je vais aller engager un newbie parce que c'est le fun. Oui, on fait un petit peu moins d'argent au début, mais c'est le fun, les coacher, puis les amener, puis leur montrer ce que t'as, puis comment bien faire les choses. Moi, j'ai adoré faire ça, là, puis il y a beaucoup de monde que j'ai pris sous mon aile dans mon autre entreprise qui aujourd'hui ont des très bonnes carrières, là, tu sais, qui en ont profité, puis ça, c'est une belle récompense, là, d'avoir ça aussi, là. Ah. Fait que, ayez pas peur d'engager des newbies, puis oui, c'est comme je dis, vous allez peut-être faire un peu moins d'argent. Ouais. Fait que c'est... Ouais, parce que ça vaut la peine. Ça vaut la peine d'investir dans cette... Ma première expérience chez Security Compass à Toronto a été une des meilleures firmes de pentest que j'utilise encore. En fait, je connais encore les personnes, puis c'est ceux-là qu'on utilise dans nos... ben, ils s'appellent plus comme ça, là, mais... Leur concept, quand j'ai commencé dans leur emploi, on était 12. 12 pentesters. 4 ans après, je suis parti, on était une soixantaine. Wow, les mêmes entreprises de pentest au Québec qui étaient 5 à 10 personnes, 4 ans plus tard, ils étaient peut-être 8 à 12. Leur concept, c'était d'engager le plus de juniors possible puis de les former. Ouais. Puis la majorité de ces juniors-là, aujourd'hui, ont des postes de gestion de rôle de principal, senior, plus dans des méga entreprises aux États-Unis puis au Canada. C'est dans les meilleures personnes. Puis ils sont genre 5-10 ans plus jeunes que nous, là. Mais ils ont été formés par du monde ensemble, pas juste du one-on-one, là, mais à toutes les semaines, ils étaient avec quelqu'un à faire un pentest avec une approche différente et tout. Former des juniors, là, ça crée une entreprise bien meilleure que quelqu'un qui veut juste faire de l'argent et qui ne forme pas personne. Parce que t'as plus de monde, t'as plus de pensées différentes, t'as de la diversité, ça donne de la qualité 10 fois plus. Fait que, non, clairement, j'approuve. Ouais. Bien d'accord avec ça. Puis, écoute, il faut, là, c'est pas une dépense, c'est un investissement. Là. On investit dans l'entreprise en engageant les nouveaux, puis bien les coacher, autant au niveau people skill, hein, pas juste le côté technique, là, mais le people skill, d'apprendre à dealer avec des clients, puis des situations, puis des choses comme ça, des choses que j'ai vécues. Puis, premièrement, ces gens-là sont reconnaissants que tu leur donnes une chance, puis que tu les coaches, puis tu les amènes à un niveau. Puis deux, ben, c'est une belle récompense de ton travail aussi, de voir ces gens-là avancer. Oui, totalement. Puis ça devient même des amis à long terme des fois. Puis sinon, c'est des super contacts à garder. Puis si vous voulez aller du côté de la gestion dans le futur, le mentoring, c'est l'étape numéro 1. Il faut que tu sois capable de former du monde, il faut que tu sois capable d'engager du monde, il faut que tu participes aux entrevues. Fait que nous, on participait à toutes les entrevues. On créait les CTF d'entrevue, les manières d'embaucher le monde. On participait à comment créer de la documentation. Cette équipe de Pentest-là a un des meilleurs formats de rapport de Pentest que j'ai jamais vu. Mais ça fait 8 ans qu'ils construisent ce format-là. Fait que c'est du continu comme ça tout le temps. C'est comme ça que ça marche. Puis c'est comme la sécurité. Investir dans les juniors, c'est pas une dépense. C'est ton futur, puis c'est comme ça que tu vas faire plus d'argent. Mais il y a tellement de monde qui n'ont pas de vision, qu'ils veulent pas engager de juniors, veulent pas mettre de sécurité. Fait que c'est ça. Même si leur entreprise font de l'argent, ils sont sûrement 20 fois en dessous de ce qu'ils pourraient être, mais ça, ils le savent pas. Ben, c'est des bonnes histoires, Pat. Je te remercie d'avoir pris le temps, puis j'espère que les gens vont apprécier l'histoire, puis apprécier ton cheminement. C'est intéressant de voir ce que c'est rendu aujourd'hui. Écoute, moi, c'était mon premier Hackfest l'année dernière, là, puis c'est sûr qu'avec la pandémie, puis les problèmes que vous avez eu à faire ça à court terme, hein, c'était en quelques semaines, j'ai trouvé ça extraordinaire. Extraordinaire ce que vous faites. C'est le fun, c'est de rencontrer du monde, puis les séances, puis les gens qui viennent parler, là, c'est des choses qui sont intéressantes. Faut que je me trouve un sujet pour cette année, puis j'aimerais ça présenter encore. Là, fait que je travaille là-dessus, essayer de me trouver. On va en trouver un. Mais non, je pense que ce qui est le fun du Hackfest, c'est une communauté. Puis c'est une place que tout le monde peut parler à n'importe qui. Les conférenciers qui viennent de l'autre bout de la planète, qui sont considérés vraiment bons, vous pouvez aller vous asseoir, prendre une bière, un snack avec, ils sont là pour ça, puis ils aiment ça. Il n'y a pas de concept d'élitisme au Hackfest. Le seul requis, c'est que tu aies quelque chose d'intéressant à présenter. C'est pas mal ça, mais la communauté, c'est un get-together. C'est vraiment le fun. Puis comme tu dis l'année passée,
sais, en 2009, on l'a organisé en 3-4 mois. L'année passée, on l'a organisé en 6 semaines. Ce fut un bordel à cause de la pandémie et des restrictions. Pas les restrictions, les hôtels qui n'avaient pas de staff au final. Mais tu sais, en 6 semaines, avoir 1000 personnes, ça a démontré l'envergure et la qualité de la communauté. Fait qu'on espère que cette année, il y ait plus de monde et définitivement avoir plus d'activités, plus de contenu. Fait que au plaisir de vous voir tout le monde là. Puis n'importe qui écoute ça, by the way, gênez-vous pas. Si vous voulez du mentoring, si vous voulez parler, vous avez des questions, je suis disponible sur mon courriel du Hackfest ou sur Discord. Tout le temps, ça me fait plaisir. Ouais. Le Discord, oui, c'est une belle communauté. Puis comme je disais avec Steve dans l'émission que j'enregistrais avec lui, j'essaye de le répéter le plus souvent quand je suis interpellé dans les médias, mais justement, je trouve qu'on a une belle communauté de cybersécurité au Québec. C'est le fun d'avoir ce rassemblement-là au Hackfest. J'ai bien hâte à cette année. Yes. Hey, merci, Jacques. C'est vendredi, mon père, ça va être le temps de la bière ou whisky, comme ça. Puis, je te remercie pour ton temps. Puis, j'espère que les gens vont apprécier. La semaine prochaine, j'ai quelque chose de spécial que j'enregistre. Là. Et le premier épisode devrait être en ligne, j'espère, dans la semaine du 9 mai, la semaine prochaine. Cool. J'ai pas mal tous les 3 premiers épisodes à ce point-ci d'enregistrer. Donc, c'est juste question de les publier puis ensuite de les lister sur les sites Apple, tous les sites de podcast, là, finalement. Puis ça va être disponible, évidemment, sur YouTube. Là, fait que c'est le fun. Parce qu'il y en a qui aiment ça regarder ça à la télévision, là, puis nous voir jaser. Fait que c'est là. Yes. Merci. Hâte de voir le résultat final. Merci encore. Moi aussi. Ouais, cool. Merci, Pat. Bon week-end. Puis on se revoit à la French Connection. Tout à fait. À bientôt. Merci tout le monde.